En Zambie, c'est ce mercredi 7 juillet qu'est prévue l'inhumation du premier président du pays, Kenneth Kaunda. Mais pas sûr, la famille du défunt conteste devant le tribunal le lieu choisi par le gouvernement comme dernière demeure. En République démocratique du Congo, une grenade dissimulée a été détruite à Beni dans l'est du pays. Des alertes à la bombe sont quotidiennes depuis 10 jours dans cette région en proie aux violences. Et puis des milliers de civils en Centrafrique sont en danger imminent à cause des violences armées. Des combats opposent depuis plusieurs années les rebelles aux forces armées du pays. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Cette guéguerre autour de l'inhumation du père de l'indépendance en Zambie. Des membres de la famille de Kenneth Kaunda, décédé le 17 juin dernier à 97 ans, ont saisi la justice ce mardi. Ils contestent notamment le lieu de l'inhumation du père de l'indépendance. Kenneth Kaunda doit en principe ce mercredi 7 juillet être conduit dans sa dernière demeure. Le gouvernement a prévu qu'il soit placé dans un cimetière de Lusaka, réservé au chef de l'État face au siège du gouvernement. Mais des membres de sa famille ont demandé au tribunal de la capitale zambienne d'arrêter l'inhumation officielle prévue ce mercredi pour qu'il soit enterré conformément à ses souhaits près de son épouse Betty Kaunda, morte en 2012. Une lettre jointe à la demande était signée de plusieurs de ses enfants et petits-enfants. Le gouvernement n'a pas commenté l'affaire. Surnommé le Gandhi africain, Kenneth Kaunda avait réussi à défaire l'ancienne Rhodésie du Nord de la tutelle britannique en 1964 sans effusion de sang. Il est mort paisiblement dans le début de l'après-midi du 17 juin à l'hôpital militaire de Lusaka où il avait été admis pour une pneumonie. Un hommage national lui a été rendu vendredi. Une grenade a été détruite ce mardi après avoir été découverte dissimulée près d'une habitation d'un quartier populaire de Beni. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Des alertes à la bombe sont quotidiennes depuis 10 jours dans cette région du pays. Nous avons retrouvé une grenade dans le quartier Malépé à Beni. C'est l'équipe de l'UNMAS, service de lutte anti-mine des Nations Unies en RDC, qui a détruit cet engin explosif, a déclaré à l'AFP Jacob Benidjo, le chargé des opérations UNMAS dans la province du Nord Kivu à l'Est. Il y a eu déjà une dizaine d'alertes aux engins explosifs et des bombes artisanales déposées dans la ville de Beni depuis le 26 juin, a-t-il ajouté. Une équipe a fait exploser cette grenade sur place parce que l'engin ne peut pas être déplacé, a indiqué à l'AFP Jano Mouindo, responsable d'une organisation locale partenaire de l'UNMAS. Le 27 juin, l'explosion d'une bombe artisanale dans une église catholique avait blessé 2 femmes. Le même jour, le porteur d'une bombe avait été tué dans l'explosion de son engin, près d'un bar et non loin d'une mosquée. Un autre engin avait explosé la veille, non loin d'une station-service, sans faire de dégâts. Les autorités accusent le groupe armé des forces démocratiques alliées ADF à l'origine des rebelles ougandais musulmans qui ont fait souche depuis plus de 25 ans dans l'Est congolais d'être les auteurs de ces explosions dans la ville de Beni. Le mouvement ADF est accusé par l'Église catholique d'avoir massacré 6000 civils depuis 2013. ADF est considéré aujourd'hui comme le plus meurtrier des 122 groupes armés répertoriés dans l'Est de la RDC, d'après le baromètre de sécurité de Kivu KST. Le 11 mars, les États-Unis ont placé les ADF parmi les groupes terroristes affiliés au groupe État islamique. Des milliers de civils en Centrafrique sont en danger imminent à cause donc des violences armées à 300 km à l'est de la capitale Bangui. Dans ce pays qui est donc en proie aux violences, notamment des combats entre les forces gouvernementales et puis les rebelles. C'est un rapport de l'ONU qui le souligne. Depuis une semaine, la vie de milliers de civils est en danger imminent à cause des violences armées répétitives à Alindao, où certains groupes de la population ont été particulièrement ciblés, selon un communiqué du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Ces personnes qui vivent au jour le jour sont désormais coupées de leurs petites sources de revenus. La nourriture se fait de plus en plus rare.
Elles vivent dans la peur et le traumatisme, poursuit le communiqué. Le 30 juin, une attaque lancée à Alindao par des rebelles de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, un des principaux groupes armés, avait fait 7 morts selon le porte-parole des casques bleus de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, qui n'avait pas donné plus de détails. Parmi ces 7 morts, il y a 2 civils, a affirmé OCHA. Des milliers de personnes ont été déplacées, des maisons incendiées et des biens pillés, poursuit OCHA, qui souligne que l'insécurité croissante empêche toute assistance aux personnes affectées par cette nouvelle violence. Toutes les parties au conflit doivent arrêter toute violence contre les civils, les infrastructures civiles, les acteurs humanitaires et respecter le droit international humanitaire, a affirmé Denise Brown, coordonnatrice humanitaire de OCHA pour la Centrafrique. L'ONU a estimé fin mai que près de la moitié de la population était en situation d'insécurité alimentaire en raison de l'épidémie de coronavirus, mais également à cause de la situation sécuritaire. La Centrafrique, deuxième pays le plus pauvre du monde selon l'ONU, est ravagée depuis 2013 par une guerre civile qui a néanmoins considérablement baissé d'intensité depuis 2018. Les partisans de l'opposition au Ghana ont défilé à Accra, la capitale. C'est pour manifester contre le gouvernement du président Nana Akufo-Addo et notamment la brutalité des forces de sécurité. C'est après la mort de 2 manifestants dans des heurts avec la police le mois dernier. Le principal parti d'opposition, le NDC, avait appelé à une marche pour la justice après que 2 manifestants ont été tués et 4 blessés dans des heurts avec la police lors d'une marche de contestation dans le sud du pays fin juin. Depuis plusieurs semaines, des jeunes s'organisent autour du hashtag #FixTheCountry sur Twitter pour protester contre les difficultés économiques auxquelles ils font face depuis le début de la pandémie. Mardi, les manifestants chantaient et brandissaient des pancartes sur lesquelles il était écrit « Les jeunes sont au chômage et pleurent, réparer le pays » ou encore « Les Ghanéens sont en train de mourir, Akufo-Addo, réveille-toi ». Le système policier est faible. La police est pleine de tyrans et de groupes d'autodéfense qui ont tué notre peuple. C'est pourquoi nous manifestons contre cet acte qui, selon nous, n'est pas bon pour le pays. C'est pourquoi nous sommes ici. Il s'agit de la première manifestation d'envergure organisée dans le pays depuis que la Cour suprême a rejeté en mars le recours du candidat du NDC, John Mahama, qui contestait les résultats de l'élection présidentielle remportée en décembre par le président sortant, Nana Akufo-Addo. Face au poids croissant de la dette publique et aux retombées de l'épidémie de coronavirus, le gouvernement a imposé de nouveaux impôts qui, conjugués à la hausse des prix du carburant, ont provoqué le mécontentement de nombreux Ghanéens, résumé par le hashtag #FixTheCountry. Au Sénégal, 2 nouvelles lois récemment adoptées par le Parlement pour renforcer la lutte contre le terrorisme font peser un risque sur la protection des libertés fondamentales. C'est ce qu'a donc souligné ce lundi l'ONG Human Rights Watch. L'ONG Human Rights Watch a qualifié dans un communiqué les 2 nouvelles lois récemment adoptées par le Parlement sénégalais pour renforcer la lutte contre le terrorisme de vague. Elle pointe le risque qu'elle soit utilisée pour criminaliser les activités politiques pacifiques et porter atteinte à la liberté d'association et de réunion. Si l'ONG estime légitime les inquiétudes au sujet de l'influence croissante des groupes armés islamistes au Sénégal, elle juge que les autorités sénégalaises devraient s'assurer que ces lois ne soient pas instrumentalisées pour supprimer les droits fondamentaux, a déclaré l'une de ses chercheuses, Hilaria Aligrosi. Le gouvernement devrait renvoyer les 2 lois au Parlement pour amender les dispositions problématiques, a ajouté Aligrosi, cité dans le communiqué, alors que le Conseil constitutionnel sénégalais doit se prononcer sur un recours en annulation introduit fin juin par 21 députés d'opposition. En s'attaquant notamment à la piraterie maritime, au financement du terrorisme et au blanchiment, la réforme du code pénal et du code de procédure pénale apporte une réponse au risque d'extension au Sénégal des violences djihadistes qui ensanglantent depuis des années les pays du Sahel comme le Mali et le Burkina Faso,
a justifié le gouvernement sénégalais. Adopté au Parlement le 25 juin par 70 voix contre 11, les 2 tests doivent encore être promulgués par le président Macky Sall avant d'entrer en vigueur à une date qui n'a pas été précisée. Et plus de 60 migrants originaires notamment d'Afrique subsaharienne ont péri en moins de 72 heures au large de la Tunisie. Ils tentaient donc de traverser la Méditerranée pour aller clandestinement en Europe à bord d'embarcations de fortune. La garde maritime tunisienne a repêché ce lundi 21 cadavres de migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Elle a également secouru 50 autres passagers d'une embarcation partie de Sfax dans le centre-est du pays. Ces migrants, tous originaires d'Afrique subsaharienne, tentaient de rallier l'Europe, a indiqué Oussem Eddine Djebabli, porte-parole de la garde nationale. Il a aussi ajouté que leur embarcation avait fait naufrage le 4 juillet dernier. Par ailleurs, le 3 juillet dernier, 43 migrants ont disparu lorsque leur bateau, parti de Libye, a coulé au large de Zarzis, dans le sud de la Tunisie. Parmi les 127 passagers à bord de l'embarcation, 84 migrants ont été secourus et 43 ont disparu, avait indiqué samedi le Croissant Rouge tunisien. Les rescapés âgés de 3 à 40 ans étaient de différentes nationalités, avait précisé le ministère tunisien de la Défense dans un communiqué citant le Bangladesh, le Soudan, l'Érythrée, l'Égypte et le Tchad. Au total, depuis le 26 juin dernier, 4 embarcations parties de Sfax ont fait naufrage, 78 migrants ont été secourus et 49 cadavres repêchés après ces drames, selon le porte-parole de la garde nationale. Les départs de Tunisie vers les côtes européennes ont atteint en 2020 un pic inédit depuis 2011 et un nombre croissant de candidats à l'exil sont des étrangers, essentiellement des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. Selon l'ONG Forum tunisien des droits économiques et sociaux, ils constituaient 53% des migrants arrivés de Tunisie en Italie au premier trimestre 2021. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.